Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Bienvenue, ici Anne-Marie Lavoie qui animerai cette portion de l'émission Foi et Turbulence pour la prochaine heure. Cette semaine, on va parler de la foi et de la culture. Je travaille avec le Centre culturel chrétien de Montréal et on va avancer cette semaine dans une émission qui va porter sur les valeurs. Les valeurs parce que on retrouve la dimension de foi et la dimension de culture, pour moi, qui sont très importantes. Et c'est important pour moi de vous dire que je ne suis ni une spécialiste de la foi, ni une spécialiste de la culture. Donc, ce que je vais faire, c'est de travailler avec des gens qui vont répondre aux interrogations que je porte, qui sont des interrogations, je dirais, de personnes engagées dans mon milieu, de personnes qui est une croyante, mais qui est mère de famille et c'est très concret pour moi, cette façon de vivre et la foi et la culture. Pour la culture, évidemment, on parle d'une culture au sens large. C'est une appartenance sociale, c'est un héritage historique qu'on a, c'est une présence dans un réseau. Et pour la foi, parce que là, j'avais vraiment une difficulté à dire les choses. Je me disais, je suis pas une théologienne. À un moment donné, j'ai lu Fernand Dumont et je trouvais que sa définition répondait bien à ce que je cherchais, c'est-à-dire la foi, c'est d'abord de choisir sa vie. C'est parier sur la condition humaine, parfois avant même de mettre un nom sur la transcendance. Donc, loin d'être une négation de la raison, c'est quelque chose qui la confirme dans son irrémédiable ouverture. Donc, c'est un petit peu la couleur que je vais donner à cette émission qui porte sur la foi et la culture. Cette semaine, on va parler, on vous l'a dit, des valeurs, mais c'est inspiré d'une part par le besoin ou par la proximité avec foi et culture, mais aussi parce qu'on a eu au Centre culturel chrétien une conférence de M. Gérard Bouchard, qui est sociologue, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'étude comparée des imaginaires collectifs à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui est aussi très connu parce qu'il a été coprésident de la commission Bouchard-Taylor. Donc, il est venu récemment au Centre culturel chrétien et a fait une conférence sur les valeurs communes au Québec. Alors, on va s'inspirer de ça pour l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, la foi et la culture. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec M. Bertin Dickner, qui est aussi membre du Centre culturel chrétien de Montréal et qui va nous entretenir. On va discuter ensemble sur les questions de valeurs. On prend toujours pour acquis qu'on connaît les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Mais j'aimerais ça, Bertin, si vous pouviez un petit peu nous définir. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous diriez comme définition de des valeurs? Bonjour Anne-Marie. Évidemment, on pourrait se lancer puis dire une valeur, c'est effectivement quelque chose qui a de la valeur, qui a de la valeur pour les gens, individuellement et même collectivement. Vous le savez bien, je ne me présente pas ici comme un spécialiste des valeurs cet après-midi, mais plus comme un chrétien en dialogue. Mais il est clair que les valeurs sont effectivement quelque chose auquel on pourrait donner une grande partie de notre vie ou même éventuellement notre vie, mais qui nous permet d'orienter les choix qu'on fait. De ce point de vue-là, les valeurs, on s'assoit autour de la table, puis rapidement, les gens vont dire, moi, les grandes valeurs, la justice, le partage, etc. Mais quand on se met à avancer un peu plus en profondeur sur ce que sont les valeurs auxquelles nous, on adhère, souvent, il va y avoir des dissensions. Mm-hmm. Pour une raison très claire, très, très simple à mon avis, c'est que quand on fait le choix d'une valeur, c'est qu'on choisit certaines choses et pas d'autres. Et c'est dans ce choix-là qui, à mon avis, rapidement, apparaissent des dissensions.
Et puis une valeur, on pourrait dire que ça se négocie pas. On a une valeur, on adhère à une valeur. Et donc, à ce moment-là, même s'il y a des dissensions, ça sert à rien d'essayer de les négocier de part et d'autre. Oui, puis écoutez, il me vient en tête un exemple tout à fait extrême, mais on vient de passer à travers tout le procès de la famille Shafia. J'imagine que tous les parents vont se reconnaître dans l'intérêt qu'ils ont d'avoir des enfants qui correspondent aux valeurs de la famille. Mm-hmm. On souhaite que nos enfants étudient comme on a étudié, si on a mis de l'intérêt dans nos études, si on y a attaché une importance. Mm-hmm. On souhaite que nos enfants soient sportifs, si on estime que le sport, c'est effectivement une valeur importante au cœur de nos vies, ainsi de suite. Donc ça, c'est d'emblée, en tant que parents, on souhaite que nos valeurs soient transmises. Ce qui est particulier, de mon point de vue, très, très personnel, chez les Shafia, chez le père de la famille, entre autres, c'est que cette ressemblance-là, cet honneur-là, était au-dessus d'absolument tout. Mm-hmm. Absolument tout. Au-dessus de l'intérêt premier de la famille, donc la survie même des enfants. Au-dessus de, ultimement, sa propre sécurité, sa propre liberté. Mm-hmm. Au-dessus d'à peu près tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit que cette valeur-là, l'honneur de la famille, qu'on pourrait dire comme, nos enfants nous ressemblent, on souhaite le meilleur pour nos enfants, il y a quelque chose auquel tous les parents peuvent se rattacher, dans le fond, finalement. Mais c'est quand même, on peut pas se rattacher enfin, c'est difficile de se rattacher à l'honneur tel que lui le définissait. À mon avis, pour une raison très simple, elle était poussée à son extrême, à la folie, en fait. Oui. À la folie. Ce qui fait que c'était la seule chose qui comptait. Mais on pourrait imaginer, puis c'est un cas tout à fait, excusez-moi d'être un peu démagogue, un père de famille pour qui il n'y a que l'argent, mais à un point tellement fou qu'il pourrait vendre ses enfants. Alors, vous imaginez bien, c'est constamment une question de choix et de priorité. Et tout le monde va dire, oui, l'honneur, c'est important, oui, les sous, c'est important, mais il y a quelque chose, moi, qui est au-dessus de ça. C'est la vie de mes enfants. OK. C'est leur bonheur. Alors, vous voyez, il y a toujours, évidemment, une question de gradation dans les valeurs. Et puis, de cette gradation-là vient, évidemment, des choix qu'on fait quotidiennement dans nos vies. Et quand on parle de valeurs, parfois, on va dire ça, c'est des valeurs universelles. Des fois, c'est des valeurs plus locales ou plus des valeurs qu'on veut transmettre d'une famille. Et moi, j'aurais le goût qu'on entende un petit peu Monsieur Gérard Bouchard dans sa conférence, parce qu'il nous parlait justement de cette dichotomie, en sachant que c'est peut-être pas directement ça, entre les valeurs universelles et les valeurs particulières, je dirais. On peut faire l'histoire des valeurs universelles. L'histoire est toujours la même. Les valeurs n'apparaissent jamais d'abord comme universelles. C'est pas comme ça que ça se passe. Au départ, il y a toujours des valeurs particulières, des valeurs qui naissent dans des contextes historiques particuliers, singuliers, dans des expériences traumatisantes, très vives, très intenses, dont on garde un bon ou un mauvais souvenir, mais il y a des valeurs qui surgissent de ça. Donc, encore une fois, c'est la même trajectoire. On part de quelque chose d'immensément singulier, dans une expérience historique traumatisante, mais à partir duquel on va travailler pour faire évoluer vers des formes de plus en plus étendues et finalement pour atteindre le statut de valeur universelle. Alors, la dichotomie entre les valeurs particulières et les valeurs universelles, il faut oublier ça, là. Je veux dire, ça nous empêche de réfléchir correctement, puis ça nous donne des complexes, parce que tout le monde naît dans une singularité, hein? Donc la vision de M. Bouchard est intéressante parce que elle permet de partir, en bon sociologue qu'il est, de partir de l'expérience vécue pour éventuellement l'élargir et non pas faire souvent ce que nous, on est porté à faire, c'est-à-dire on veut ressembler ou on veut arriver à des valeurs universelles en pensant qu'il n'y a pas de lien avec le concret. Et M. Bouchard nous rappelle que il faut partir du très concret pour aller vers l'universel. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'intéressant là, en termes de valeurs. Je trouve ça fascinant parce que dans la conférence à laquelle j'ai assisté également, M. Bouchard parle entre autres de la Révolution américaine, de laquelle, évidemment, a surgi
tout un noyau, évidemment, de culture propre, culture américaine. Il a parlé, évidemment, aussi de la Révolution française, évidemment, de laquelle aussi a émergé toute une série de valeurs. Je pense que M. Bouchard serait peut-être d'accord, il faudrait lui poser la question. Est-ce que, entre autres dans la Bible, dans la littérature chrétienne, l'esclavage des Hébreux, leur passage au désert, est-ce que ça n'a pas été un événement, en fait, qu'on pourrait appeler traumatique, ou en tout cas un événement fort qui a provoqué chez eux, dans le fond, l'émergence de toute une série de valeurs qu'on retrouve, dans le fond, cristallisées dans les 10 commandements. Mm-hmm. Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est une question fondamentale, celle de l'enracinement des valeurs. D'où viennent les valeurs? Où se sont-elles d'abord enracinées pour ensuite devenir éventuellement universelles? Et bon, sans passer de l'universel au particulier, écoutez, j'ai en tête on parle d'enracinement, d'être dans le concret. Vous disiez, est-ce que les valeurs représentent quelque chose de concret? Je me souviens, j'étais dans une discussion avec des parents on parlait de catéchèse, puis comment transmettre la foi, comment intéresser les enfants à l'Église, tout ça. Et je me souviens, j'avais pris l'analogie. J'ai dit, écoutez, moi, je suis pas un grand amateur de hockey, mais j'ai dit, tous les samedis soirs, j'assois mes enfants devant le téléviseur dans le salon, et puis je leur mets le match de hockey du samedi soir. Et puis pendant qu'ils écoutent ça, moi, je vais dans la cuisine, et je prends un bon livre, et puis je lis. Alors, je leur demandais, je dis, est-ce que vous croyez qu'au bout d'un certain temps, ils vont devenir des grandes amatrices de hockey? Et tout le monde s'est mis à rire, évidemment. Ils ont dit, sans doute pas. Mm-hmm. Sans doute pas. Parce que, quelque part, cette expérience-là de l'appréciation du hockey n'est pas enracinée dans mon quotidien à moi. Mm-hmm. Elle a quelque chose d'artificiel. Et il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là quand on parle des valeurs. Et il y a parfois... On peut être tenté, en fait, je pense, de faire un exercice du point de vue artificiel. Regarder les valeurs comme, voici, on va tenter de faire un choix rationnel. Alors qu'à mon avis, les valeurs ne se situent pas dans un espace de rationalité. Et moi, ce que je trouve intéressant, donc c'est peut-être pas dans la rationalité, mais c'est dans la conviction. C'est un espace convictionnel. Et c'est un espace où on se pose beaucoup de questions. Même si on y croit, ça nous amène à poser beaucoup de questions. J'aurais le goût qu'on entende ensemble une chanson de Fred Pellerin. Et dans cette chanson-là, Fred nous rappelle, la chanson s'appelle « Il faut que tu saches ». Et c'est une foule de questions et c'est toujours pour ceux qui viendront après nous. Donc, pour ceux qui viendront après nous, je tiens à des choses, je me pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser? Je trouve qu'on se pose très bien en termes de valeur dans cette chanson-là. Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. S'il vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson. Sache si la peur est un trésor, si la fuite est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Tu saches si l'amour est un ciel, une prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, ta peau qu'une saison. Tes yeux situent des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irrite ton cœur si tu le tiens celui des autres. Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant. Toi qui viendra après moi, toi qui viendras après moi. Toi il faut que tu saches, car moi et les miens on n'a pas su. Il faut que tu saches s'il vaut mieux marcher en aveugle ou patient espérant l'inconnu, immobile et confiant. Le courage, c'est-tu de prêter flanc aux brises puis aux griffes, de se protéger, de se cacher du froid puis des attaques? Est-ce la guerre qui répare? Est-ce la paix qui sépare?
Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi. Toi qui viendras après moi. Toi qui viendras après moi. Et si tu me rejoins dans la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais. Aussi comme moi, étourdi par le monde, par l'ivresse des buts, par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi, si tu sais toujours pas. Crois comme moi qui cherche à croire que l'important c'était pas de savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, la foi et la culture. Ici Anne-Marie Lavoie. Cette semaine, nous discutons des valeurs dans le plus grand paramètre, si vous voulez, de la foi et de la culture. On a vu tout à l'heure que la foi, c'est un espace de conviction, ce en quoi on croit. C'est très difficile de parler de valeurs puis de faire des concessions ou de négocier des valeurs. On le sait tous, on l'a tous vécu, c'est relativement facile, on peut avoir nos propres valeurs, puis même déjà, il faut se questionner là-dessus. Quand on se met à vivre avec une autre personne, ben là, on confronte nos valeurs. Quand on se met à vivre en famille, alors là, on a encore plus d'idées puis d'expression des valeurs. Mais quand on parle de milieu de travail ou de société, c'est encore beaucoup plus large. Donc, on a des valeurs individuelles et puis on a des valeurs communes. Pour cette partie-là des valeurs communes, je souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Proulx qui se joint à nous. Monsieur Proulx est un théologien. Il a été pédagogue et professeur d'université en pédagogie, et il a été aussi, bien sûr, journaliste. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Je suis ravi de vous entendre et de parler à vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, on parlait justement pas de la difficulté, mais des valeurs communes dans le lien avec la conférence à laquelle nous avons assisté. Et je sais que le Centre culturel chrétien de Montréal a fait un sondage ou une enquête maison sur les valeurs communes des Québécois. Alors, j'aurais aimé vous entendre là-dessus, puis un petit peu comment vous avez construit ce sondage ou cette enquête-là, puis qu'est-ce qui en ressort? Oui, bien alors, d'abord, la première chose, on s'est entendu sur ce que ça voulait dire des valeurs communes, en insistant sur le mot commune. Mm-hmm. Et quand le comité de travail qui a participé à l'élaboration de ce questionnaire s'est penché sur la question, on a convenu pour la commodité de la chose de dire que les valeurs communes seraient celles qui inspireraient les décideurs politiques, par exemple, lorsque vient le temps d'adopter des lois ou de faire des règlements ou des normes qui s'appliquent à l'ensemble des citoyens. Sur quelles choses importantes s'appuierait-il pour faire ces choix-là? D'accord. Et comme nous vivons dans une démocratie, on peut dire aussi que ce sont les valeurs que chaque personne porte, mais en tant que citoyen ou en d'autres termes, en tant que membre d'une communauté politique. Quand on vote aux élections, par exemple, on vote en fonction des valeurs qu'on estime devoir être les valeurs communes, parce que ce sont celles qui reflètent le mieux les partis selon les allégeances de chacun. Alors donc ça, c'est important. C'est pas les valeurs que chacun porte en son cœur de façon secrète, mais ce sont les valeurs qui nous motivent comme citoyens à vouloir le bien de la communauté dans laquelle nous appartenons. Alors ça, c'est la première chose que nous avons faite. Puis pour établir la liste de ces valeurs, nous sommes allés de façon plus empirique. On était 4 ou 5 ou 6 dans le comité, et chacun a dit, moi, je pense que telle valeur serait importante pour la société québécoise,
Et finalement, en négociant les mots, en quelque sorte... Vous n'avez pas négocié les valeurs, là. Vous avez pas négocié les valeurs. Vous avez négocié les mots. On a négocié la liste. C'est bon. Qu'est-ce qu'on met dans cette liste-là? Et finalement, on en a mis plus que moins. On s'est retrouvé avec une liste assez importante de 37 valeurs. D'accord. Alors, qui vont de l'éducation jusqu'à ma foi, attendez, l'élitisme, pour prendre celle qui est arrivée dans le résultat en première place, puis la dernière en dernière. Mais entre ça, il y avait le reste des différences, le pacifisme, la liberté religieuse, la fraternité, la créativité artistique, etc., etc. Bon, ça, c'est comme ça qu'on a établi cette liste-là. Après ça, on a décidé comment on ferait qui on rejoindrait dans cette enquête maison et comment on les rejoindrait. Et qui est-ce que vous avez réussi à rejoindre? Et puis, comment vous l'avez fait? Oui. D'abord, ici, c'est important pour vos auditeurs de savoir que ce sondage-là n'est pas un sondage représentatif de l'ensemble de la population du Québec. Pas du tout. C'est plutôt une enquête maison qui a rejoint les personnes qui sont des amis ou des membres du Centre culturel chrétien de Montréal, d'une part. Oui. Parce que depuis quelques années, le Centre culturel a colligé une liste d'environ 400 personnes qui ont manifesté un intérêt pour le Centre culturel chrétien. Nous avons les courriels de ces personnes-là. Donc, au départ, à peu près 400 personnes sur cette liste-là. On a donc envoyé ce sondage, ce questionnaire, à l'ensemble de nos membres et sympathisants. Mais on a fait plus que ça. On a demandé à ces membres et sympathisants d'envoyer le questionnaire, de faire suivre le questionnaire qui a été envoyé par courriel, là, de le faire suivre à leurs connaissances, à leurs amis, susceptibles d'être intéressés de répondre à ce sondage-là ou cette enquête maison-là. Et de fait, nous avons reçu 353 réponses, dont à peu près la moitié sont des membres du Centre culturel. L'autre moitié sont des amis des membres du Centre culturel chrétien de Montréal. Alors, donc, c'est en gros ces personnes-là qui ont répondu. C'est donc dire que le sondage ne reflète que l'opinion de ces 353 personnes. On ne peut pas scientifiquement extrapoler les résultats du sondage à l'ensemble de la population du Québec parce que on n'a jamais prétendu vouloir les représenter. Tout à fait. Donc, mais qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les grandes tangentes de cette enquête-là? Alors là, c'est la question principale et la plus importante que vous me posez, effectivement. D'abord, je vais vous dire un mot de savoir qui nous a répondu, les caractéristiques des personnes qui nous ont répondu, avant de vous dire quelles sont les valeurs qu'ils ont choisies. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a autant d'hommes et de femmes qui ont répondu, à peu près 50-50. D'accord? Oui. Ce qui est intéressant, de ce point de vue-là, c'est à peu près égal. Deuxièmement, et là, il y a de très grosses différences avec la population en général, ce sont des personnes qui sont généralement plus âgées. Plus de 80% des répondants avaient 50 ans et plus. D'accord. Donc, ce sont des gens, on le voit aussi par rapport à leur occupation. Attendez, je vais vous répondre avec plus de précision, là. Je pense que 40% étaient des retraités. Alors, ça vous dit tout de suite que ça représente vraiment pas la population générale. Mais on pourrait dire presque que ça représente tout de même les gens qui sont plus proches des communautés chrétiennes. Ah, absolument. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Moi, j'ai déjà fait d'autres enquêtes dans le milieu paroissial il y a plusieurs années, Notre-Dame-des-Neiges en particulier. Et d'ailleurs, à l'œil nu, on voit bien, lorsqu'on se retrouve, les chrétiens, le dimanche à l'église, que les têtes blanches sont prédominantes dans les églises. Tout à fait. Alors, donc, ça, c'est une chose importante à noter. Donc, en gros, à moitié hommes et femmes, mais surtout une population âgée. On s'est intéressé de savoir aussi si parce qu'il s'agissait des valeurs communes des Québécois, si les personnes qui avaient répondu étaient nées au Québec ou nées à l'extérieur du Québec. Oui. Alors, on a constaté que et ça, c'est à peu près représentatif de la population du Québec en général. 85% de la population des répondants sont des Québécois nés ici et les 15 autres % sont des Québécois nés ailleurs au Canada ou à l'étranger. D'accord. Alors, donc, ça, c'est pour les caractéristiques des répondants. Vous avez raison de dire que ça représente probablement l'opinion des chrétiens
et ça représente aussi probablement l'opinion des chrétiens plus scolarisés, même si on n'a pas posé la question de la scolarité. Mais quand on sait que les gens qui sont rattachés au Centre culturel chrétien de Montréal sont généralement plus scolarisés. D'accord. Alors, pour ce qui est des valeurs, ça c'est intéressant, on leur a demandé, dans cette liste de 37 valeurs, 2 choses. Choisissez d'abord les 10 valeurs qui vous apparaissent les plus importantes. D'accord? Oui. Alors, ils ont répondu à ça, puis après ça, on leur a demandé, parmi les 10 valeurs que vous avez trouvées importantes, pouvez-vous les classer par ordre de priorité, de 1 à 10? La plus importante, la moins importante ensuite, jusqu'à la 10e. Mm-hmm. Alors donc, c'est cette façon de faire les choses a son importance, j'y reviendrai dans un instant. Mais si on prend le choix des 10 valeurs les plus importantes, on a constaté qu'il y en avait 6 valeurs qui recueillaient l'adhésion de la majorité des répondants, c'est-à-dire de 50% et plus. Et ces valeurs sont par ordre de priorité, par ordre de choix, j'entends l'éducation, qui est devenue en premier lieu, à presque 66% des gens qui ont choisi cette valeur, la justice, la démocratie, la dignité de la personne, la famille, la langue française, la qualité de la langue française. D'accord. Ça, ce sont les 6 valeurs qui ont retenu qui ont été le choix d'une majorité de répondants, donc de 50% et plus des répondants. Et parmi les 4 autres qui ont suivi, vous avez la santé, la protection de l'environnement, l'égalité des hommes et des femmes et la liberté. Ça, ce sont les 10 valeurs qui ont retenu plus de 40%. La solidarité aussi a retenu plus de 40% de la valeur chez les répondants. Jean-Pierre, dites-moi, est-ce que dans le résultat que vous nous énoncez maintenant, oui? Est-ce que il y a des parallèles à faire avec les valeurs communes ou, si on peut le dire, s'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus aussi, l'ensemble ou les valeurs communes des Québécois? Écoutez, je connais pas tout. Ah oui, il y a plusieurs études qui ont été faites sur les valeurs communes des Québécois, mais elles sont pas nécessairement faciles à trouver. Uh-huh. Mais dans une banque de données que j'ai ici, j'ai trouvé un sondage très intéressant qui a été fait en 2007, donc il y a 5 ans. Oui. Qui a été fait, là, qui est un sondage représentatif de l'ensemble des Québécois, qui est fait auprès de 1130 personnes de 15 ans et plus. Oui. Par le magazine L'Actualité, qui avait fait justement un numéro spécial ou un article spécial sur les valeurs des Québécois. Et on leur a posé la question suivante. D'après vous, quelles sont parmi les suivantes, ils avaient proposé une liste, les 3 valeurs que le Québec devrait le plus privilégier pour l'avenir. D'accord. Or, ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi les 10 valeurs qu'on leur a suggérées, on en retrouve 1, 2, 3, 4, 5 qui se trouvent parmi les 6 qu'on a trouvés dans notre propre sondage. En d'autres termes, il y a une correspondance entre les deux. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que l'éducation, oui, dans ce sondage dont je viens de vous parler de 2007, est la valeur qui a été le plus choisie et par une majorité de répondants, c'est-à-dire 54%. Un peu comme dans le sondage que le Centre culturel a fait. Pas plus qu'un peu, exactement. Okay. Excepté que, comme la question n'était pas tout à fait de la même, on disait choisissez 3 valeurs. OK. Voyez-vous? Uh-huh. Mais on retrouve aussi parmi les valeurs du sondage de 2007 la famille, qui est dans les 5 premières valeurs de notre sondage. Oui. On retrouve aussi encore le système de santé, qui fait partie aussi de notre... qui était dans les 7 premières. On retrouve aussi l'égalité de tous les citoyens, la justice sociale, la préservation d'un État laïque, l'ouverture sur le monde. Bref, il y a vraiment pas une totale... comment dirais-je? Correspondance. Pardon? Pas une totale correspondance. Pas une totale correspondance, mais une correspondance significative quand même. D'accord. Qui, moi, m'a frappé parce que j'ai eu la curiosité, sachant que vous m'alliez m'appeler, d'aller voir ce sondage-là pour constater avec surprise qu'il y avait une correspondance entre les deux. Et puis, il y a aussi dans notre même sondage
des indices que on peut faire l'hypothèse, en tout cas, que nos répondants de le sondage du Centre culturel chrétien se rapprochent des valeurs communes de l'ensemble des Québécois, parce que si on compare, par exemple, la réponse des jeunes avec celle des personnes âgées, oui, qui constituent un gros bloc, là, les personnes âgées, c'est 80% là, de 50 ans et plus. Oui. Ben, quand on observe qu'il y a 4 valeurs dominantes qu'on retrouve dans toutes les catégories d'âge, quel que soit l'âge qu'on a, qui sont dominantes, c'est l'éducation, la justice, la démocratie et la famille. Ces 4 valeurs-là, là, oui, 50% de tous les groupes, que ce soit des jeunes, des groupes d'âge, participent à cette même liste de valeurs. D'accord. Là aussi, donc, il y a une correspondance. Et s'il y avait eu une grosse différence entre les jeunes et les personnes âgées, oui, ben on aurait pu dire, notre sondage ne représente que l'opinion des personnes âgées. Oui, oui, tout à Mais fait. il y a un noyau fort de valeurs qui sont celles que je viens de vous dire. Puis si on regarde on regarde les valeurs qui font le plus de consensus, là, quel que soit, il y a 6 valeurs qui sont en quelque sorte dominantes, et ils dominent quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le lieu de naissance, etc. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais ça, Jean-Pierre, si vous acceptez, qu'on revienne un petit peu sur la conférence que nous a donnée Monsieur Bouchard. Et il nous présentait un court extrait, vous allez voir, sur les rappels sociologiques, des liens symboliques. Et j'aimerais ça qu'on écoute cet extrait-là ensemble pour ensuite vous demander vos commentaires en termes de valeurs. Parfait. Alors, je fais un rappel utile, avant d'aller plus loin. C'est sociologiquement, il est parfaitement établi que dans toute société, il faut un fondement symbolique du lien social. C'est indispensable. Et ce fondement symbolique, il est formé de valeurs, d'identité, de mémoire, de mythes nationaux, de croyances, etc., de tout ce qui rassemble les gens. Alors, sur quoi se fonde cette idée de la nécessité d'un fondement symbolique dans une société? Eh bien, c'est ce qui permet d'abord aux sociétés de fonctionner. Pourquoi est-ce que nous acceptons tous le principe de l'impôt progressif? C'est parce que nous adhérons à certaines valeurs qui justifient cette pratique et nous le faisons plutôt volontiers. En tout cas, nous sommes d'accord avec ce principe. C'est donc que nous adhérons à une valeur commune. Une société a besoin donc de ces repères symboliques partagés pour fonctionner. Par exemple, quand une société doit opérer un changement sur elle-même, comme le Québec a fait durant la Révolution tranquille, il faut bien qu'il s'appuie sur des consensus. Et ces consensus, eh bien, ils sont faits d'une adhésion commune, très répandue, aux mêmes aspirations, aux mêmes visions de l'avenir, aux mêmes visions de ce que devrait être cette société et des raisons pour lesquelles il faut la changer. Donc, contrairement à ce que soutient le libéralisme classique, une société ne se compose pas uniquement d'un ensemble d'individus éclairés qui s'autoconstruisent librement dans une sorte d'autosuffisance. Les individus construisent leur identité et leur univers éthique à même d'étroits rapports d'interaction avec des dynamismes collectifs, avec des instances collectives. C'est dans cette interaction que l'identité des individus se construit tout le temps. C'est une illusion de penser qu'un individu s'invente lui-même totalement. Il y a toujours un fondement qui lui est prodigué par la société. On peut le nier, évidemment, mais c'est une illusion. Jean-Pierre, vous avez entendu, comme nous, je pense, l'extrait de M. Bouchard? Exactement. Et en termes de valeurs du Québec et, je dirais, du lien symbolique, là, est-ce que, d'après vous, les valeurs qui sont ressorties dans le sondage est-ce que ça peut faire partie de ce lien symbolique-là? Oui, parfaitement. Prenons, par exemple, la première valeur qui est ressortie, qui est celle de l'éducation. Oui. Ceux de ma génération qui ont 60 ans et plus se souviendront que cette valeur-là
a été une valeur extrêmement motivante, je dirais une valeur motrice de la Révolution tranquille, et parce que c'est autour de cette valeur-là qu'on a construit le système éducatif du Québec. Il y avait, comme le dit M. Bouchard, un consensus fort autour de cette valeur qui était celle de l'éducation. Je dirais qu'aujourd'hui, cette valeur, comme le révèle le sondage qu'on a fait et comme le révèle le sondage que je vous citais, fait en 2007, constitue encore une sorte de valeur première. Mais dans l'opinion publique, manifestement, elle n'occupe pas la place qu'elle occupait du temps dis-je, de la Révolution tranquille. Encore qu'elle revient à tout bout de champ. Si vous reprenez, par exemple, le programme politique de la Coalition pour l'avenir du Québec, la CAQ, oui. N'est-ce pas? Monsieur Legault, quand il s'est présenté, avant même que son parti soit formellement créé, a dit, puis c'est écrit noir sur blanc dans sa plateforme, l'éducation, pour moi, est une priorité. Donc, quand il disait cela, sans doute pensait-il que c'était là une valeur commune une valeur symbolique suffisante pour rallier autour de lui des partisans et éventuellement, bien sûr, des électeurs. Alors, voyez-vous, c'est comme ça. Puis, on connaît même, ceux qui vivent en couple savent ça d'instinct, dans une famille que entre un mari et une femme, un conjoint et une conjointe réciproquement, oui. Il y a généralement des valeurs qui sont personnelles à chacun, mais où il y a fondamentalement aussi des valeurs qui sont partagées par l'un et l'autre, et généralement par les enfants plus tard quand elles arrivent. Sinon, on sait très bien que le couple pète aux frettes. Hein? Ben, sur ces belles paroles, Jean-Pierre, nous allons vous quitter. Un très grand merci d'être venu par téléphone, évidemment, de nous avoir fait un compte-rendu de ce sondage-là, de nous rappeler les valeurs qui ont été privilégiées par l'étude que nous avons faite au Centre culturel chrétien, mais en sachant que ça correspond à l'étude dont vous nous avez parlé, qui a été faite en 2006. Oui, la correspondance n'est pas totale, mais la correspondance s'observe aussi. Alors, il ne faut pas, en quelque sorte, généraliser, mais c'était assez évident que nous avons finalement probablement visé juste. Ben écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie grandement. Parfait. Et nous, on va continuer notre émission dans le 3e volet après la chanson qui s'en vient. Stavi dentro la nave, partivai l'uscizza, muddighe, silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di Dio. Silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di Dio. Alberi d'olive, amori e beni vengono di lontano. Delizia amata mia, sciame di l'arma mia, dammi un cuore che ti tugno la vita. Delizia amata mia, sciame di l'arma mia, dammi un cuore che ti tugno la vita. Senza colore ten culo senso, quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirilla mia, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirilla mia.
Abruzzi, idini la mare, cantati in cimentri, c'è morte e vita, come tutto il mondo, est la campagna, tu sei regina, e iure di Spagna, come tutto il mondo, est la campagna, tu sei regina, e iure di Spagna. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, la foi et la culture. Nous avons vu dans un premier temps les valeurs, leur définition, le fait qu'on doit croire à nos valeurs. Dans un deuxième temps, on a vu les valeurs communes, spécifiquement les valeurs communes au Québec. Et dans ce troisième temps, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des valeurs chrétiennes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue les valeurs chrétiennes des autres? Et qu'est-ce que ça apporte en plus? Mais avant de commencer cette discussion-là, moi, j'aimerais entendre la conférence de M. Bouchard, dans laquelle il nous a lancé cette question-là, mais il nous a pas lancé cette question-là en termes de valeurs chrétiennes, mais en termes de valeurs communes que l'Église catholique nous aurait transmises. Alors, on écoute ça et ensuite, je continue avec Bertin. L'Église catholique, qui a été si influente, en tout cas si puissante dans notre société, qu'est-ce qu'elle a laissé comme valeur commune? Je suis incapable de répondre à cette question-là, moi. Puis ça me tourmente beaucoup comme sociologue, puis comme Québécois. Je suis incapable d'y répondre, vraiment. Sociologiquement, quand on observe notre société, quel est l'héritage de 2 ou 3 siècles de catholicisme intense? Comment ça transpire dans nos comportements collectifs aujourd'hui? Comment ça transpire dans ce qu'on appelle nos valeurs communes? Quel est l'héritage? Alors, Bertin, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est aussi difficile de nommer ou de voir un héritage de la culture qui viendrait de l'Église catholique? Écoutez, j'accepte de réfléchir avec vous à voix haute sur le thème, mais c'est clair que c'est un sujet assez complexe. Monsieur Bouchard dit « Quel héritage ?» En effet, on pourrait se poser la question, quel héritage? D'aucuns répondraient aisément, les écoles, les hôpitaux. Ce sont des héritages très, très précis, très, très concrets du catholicisme au Québec. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Certains auteurs diraient, écoutez, ce qui a été le vecteur, ce qu'on croit qui a été le vecteur de valeur, l'Église ou la culture chrétienne, dans le fond, c'était présent déjà chez tout être humain, dans l'humanité. Mm-hmm. L'Église n'a fait que le révéler. C'est une position que je suis pas sûr de partager dans la mesure où personne n'existe sans une culture. Tout le monde s'insère dans une culture, tout le monde s'insère dans le fond, est influencé par des institutions qui l'entourent. Et de ce point de vue-là, moi, ça me semble clair qu'ici en Occident, et parlons simplement de l'Occident, l'Église, la culture judéo-chrétienne a joué un rôle immense en termes de diffusion des valeurs. Et peut-être si on posait la question différemment, au lieu de parler des valeurs qui ont été transmises par l'Église catholique comme institution, si on dépassait ça, puis on se posait la question, quelles sont les valeurs qui ont été transmises par la foi chrétienne? Est-ce que il y a des valeurs qui sont propres ou un héritage propre des chrétiens sur les valeurs aujourd'hui? Écoutez, c'est une bonne question. Je faisais l'exercice en me préparant pour la rencontre de remonter aussi loin, évidemment, que les premiers livres dans la Bible, dans le Deutéronome, où on rappelle, dans le fond, la fuite des Hébreux de l'Égypte, où ils étaient tenus en esclavage. C'est à la suite, et c'est intéressant parce que, dans le fond, ça rappelle sans doute peut-être ce que je disais dans le bloc précédent, l'espèce d'effet traumatique qu'a eu cette fuite-là et les conditions des Hébreux en Égypte. Quelque part, en tout cas, dans la littérature biblique, c'est là qu'on voit l'émergence
disons, d'un premier code de valeurs, les 10 commandements. D'accord. Et là, on parle de quelque chose qui est très, très vieux, mais évidemment, le terreau, c'est le terreau de la culture chrétienne, évidemment. Donc, écoutez, dans les 10 commandements, puis il y a quelque chose de très intéressant dans l'ouverture des 10 commandements, avant même de nommer des valeurs, il y a une espèce d'impératif qui est mis dans la voix de Dieu, dans le fond, qui dit à Israël, aux Hébreux, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » Derrière cette simple formulation-là, dans le fond, c'est le rappel pour que Israël ne l'oublie jamais, en fait, que les Hébreux ne l'oublient jamais, c'est qu'ils ont déjà été dans une situation de pauvreté, d'esclavagisme, d'humiliation, donc d'oppression, de ne jamais oublier ça. Et c'est intéressant de considérer que ça arrive, dans le fond, au sommet de cette liste-là des 10 commandements. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans les 10 commandements? Toutes sortes de trucs, mais pardonnez-moi l'expression, mais on retrouve évidemment un interdit sur le meurtre, sur l'adultère, sur le vol, sur les faux témoignages, la convoitise. Alors, tout de suite, vous voyez, on voit ça, puis on voit que ce sont déjà des grandes valeurs qui devaient être partagées, sans doute, par d'autres peuples, d'autres communautés autour, évidemment, des Hébreux, à l'évidence. Mais ils ont senti le besoin de codifier ça dans un élément, dans un code, évidemment. Donc ça, on part de très, très loin. Là, on est dans les anciennes Écritures. Il y a des valeurs chrétiennes qui... est-ce que toutes les valeurs chrétiennes, d'après vous, ont vu le jour aussi loin que ça, ou il y en a qui sont nées, je dirais, du Nouveau Testament? C'est une question complexe. Je saute tout de suite parce que c'est un autre endroit, évidemment, où on retrouve, dans le fond, une liste ou un programme de valeurs. C'est dans les Béatitudes, dans le Nouveau Testament. Chez Matthieu, c'est intéressant. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a sans doute peut-être quelque chose de propre, de distinctif par rapport aux valeurs chrétiennes. Écoutez, dans les Béatitudes, Matthieu rappelle « Heureux ceux qui sont doux ». Mm-hmm. La valeur de la douceur. Intéressant. Heureux ceux qui sont faim et assoiffés de justice. Ceux qui ont de la compassion pour autrui. Ceux qui ont leur cœur pur. Ceux qui désirent la paix. Alors là aussi, il y a quelque chose évidemment très large, mais on a quand même l'impression qu'il y a une couleur particulière. Et à la suite de ces textes-là, entre autres chez Matthieu, il y a toute une série d'enseignements sur des valeurs sur la justice, la réconciliation, et qui culmine par quelque chose qui a toujours été, qui est une caractéristique en fait du christianisme et qui est très très radical. Et là, je vous le cite, donc au verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, c'est Jésus qui le dit. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Imaginez, s'il y a un style chrétien, il y a là d'abord quelque chose d'une très grande radicalité et quelque chose qui choque, c'est clair. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une couleur chrétienne. Je pense qu'il y a des valeurs qui ont été retenues par les premières communautés chrétiennes et qui, je pense, ont influencé l'Occident. Ça, je pense que c'est très, très clair. Et justement, dans cette influence de l'Occident, est-ce qu'on peut dire que certaines de ces valeurs-là ont été complètement sécularisées? Quand on pense à la dignité de la personne ou le fait que chaque humain dans la tradition chrétienne, chaque personne, Dieu est en chaque personne, donc chaque personne est éminemment respectable, éminemment digne parce que Dieu est dans tous. Est-ce que cette dignité-là, je pose la question, en même temps je fais une affirmation, ça a été complètement sécularisé. La dignité de la personne humaine, par exemple, c'est la base de toutes les chartes des documents internationaux de droit de la personne. Est-ce que aujourd'hui, les valeurs chrétiennes ne sont pas toutes sécularisées? Oui, et puis on se pourrait, en fait, toutes sécularisées, je n'irais pas jusqu'à affirmer ça. Ouais. Certaines sont sécularisées sans doute, et puis il faudrait sans doute aussi faire une étude très approfondie pour voir qu'est-ce qui est le propre des penseurs chrétiens
qui a influencé, qui a germé, qui s'est développé à travers l'Église et qui s'est sans doute transmise à la culture. Et qu'est-ce qui, de la culture, a aussi influencé l'Église? Parce que l'Église n'est pas, évidemment, un bateau complètement isolé sur l'eau. Elle s'est développée, elle a été en... C'est pas imperméable. Non. Exactement. Elle a été en confrontation avec des cultures. Elle en a... donc, elle s'est laissée... je pense qu'elle a été perméable à certains égards, à certaines valeurs. Écoutez, certains historiens font remonter le principe de la personne humaine, donc de la dignité de la personne humaine, oui, jusqu'à Grégoire de Nazianze au 4e siècle. Qui, lui, dans le fond, à travers le concept de Trinité, donc un Dieu avec 3 personnes, donc cette importance-là de la personne et de la dignité de la personne. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est très, très présent et qui encore aujourd'hui, étonnamment, vous savez, on est souvent prompt à jeter la pierre à l'Église en disant, bon, ben l'Église, on pense qu'aux richesses, qu'à l'autoritarisme et qu'à l'imposition. Et puis tout à coup, quand on se met à regarder dans les textes du magistère, on découvre parfois des choses qui nous surprennent. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a des choses très, très fortes sur la justice sociale, où on affirme que la dignité de la personne, évidemment, est au-dessus de toute autre valeur. C'est la chose qui doit être respectée au-dessus de tout. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont... écoutez, je vous cite un exemple ici sur... voyez, sur le bien commun. L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale. Et puis là, c'est intéressant parce que dans le fond, ça parle des gouvernements. C'est pas parce qu'un gouvernement a été élu que il est légitimement moral à tous égards. Et là, je continue, je cite, « Elle ne doit pas se comporter, l'autorité, de manière despotique, mais agir pour le bien commun, comme une force morale fondée sur la liberté et le sens des responsabilités. » Alors, vous voyez, il y a quelque chose de très fort derrière ça et qui dit à quel point, dans le fond, l'Église souhaite que ces grandes valeurs-là de dignité de la personne, un peu plus loin, on va trouver des chapitres, des articles très, très forts sur le bien commun, sur la responsabilité, le sens du respect et de la participation chez l'être humain, qui sont effectivement très forts et puis qui seraient aisément partagés par toute la société. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de valeurs dans l'Église, des valeurs, je pense, typiquement chrétiennes, qui ont été sécularisées, qui sont aujourd'hui partagées par l'ensemble des citoyens. Puis, en Occident, en fait. Je ne veux pas... Oui, tout à fait. Mais si on dit que les valeurs qui étaient chrétiennes sont maintenant partagées par l'ensemble ou par plusieurs personnes, je dirais même une majorité de personnes, dans ce qu'elles ont été sécularisées, est-ce qu'il reste quelque chose de propre aux chrétiens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ces valeurs sécularisées-là et qui, on pourrait dire, si on est chrétien aujourd'hui, ça donne ça de plus? C'est une question, moi, que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui fait le spécifique des chrétiens d'aujourd'hui en termes de valeurs? Il y aurait sans doute quelque chose, peut-être, du côté, dans le fond, d'une radicalité. Moi, je pense qu'il y a ça, qui est inhérent. Il y a une espèce de style chrétien d'une certaine radicalité. Écoutez, la valeur du pardon, c'est une valeur qui pourrait sans doute difficilement être une valeur commune. Mais je pense que c'est une valeur qui est propre. La rédemption, le pardon, qui est propre au style chrétien. Il me semble que, et puis je suis pas en train de dire que le pardon est un exercice facile, mais je pense qu'un chrétien, pour qui d'emblée le pardon n'est jamais recevable, il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel auquel il pourrait pas se retrouver dans le christianisme. Écoutez, Bertin, on arrive à peu près à la fin de notre émission. J'ai l'impression qu'on vient juste de mettre la table pour une discussion qui doit se poursuivre. On va sans doute trouver l'occasion de poursuivre ces discussions-là sur les valeurs spécifiquement chrétiennes, les valeurs communes. Mais je voulais ici vous remercier grandement d'avoir passé cette heure avec moi. Ça m'a fait plaisir. Remercier aussi M. Jean-Pierre Proulx qui a participé à l'émission. Remercier les gens de la réalisation, Mme Nathalie Jarreau et Hélène Prévost. Ici Anne-Marie Lavoie. À la prochaine.